Bonsoir, bienvenue à tous. Le thème de la prochaine conférence est la circulation en Genève. Le Centre pour le dialogue humanitaire et l'Institut de hautes études internationales et de développement sont honorés d'accueillir le président Marzouki aujourd'hui à Genève. Ce soir, le président Marzouki nous fera part de sa vision des défis et perspectives des transitions démocratiques dans le monde arabe et des bouleversements qui le secouent. Avec les guerres civiles en Syrie, Libye et Yémen, un rétrécissement de l'espace démocratique en Égypte, la Tunisie demeure le dernier et unique exemple vraiment positif du printemps arabe. Pourquoi est-ce le cas? Quels sont les facteurs qui ont permis à la Tunisie de surmonter les fortes tensions, turbulences jusqu'à aujourd'hui? Dans quelle mesure cette fragile expérience peut inspirer d'autres pays de la région et au-delà? Quel enseignement peut-on en tirer? La recherche du consensus, l'inclusivité de la prise de décision et le dialogue sont des caractéristiques fortes de la transition tunisienne. En tant qu'organisation dont le dialogue sont les principaux outils de travail, HD a trouvé un environnement propice en Tunisie. Nous avons travaillé étroitement avec le président Marzouki et son équipe depuis 2011 et a bénéficié de sa bienveillance et de son soutien pour mener à bien le processus de dialogue qui a abouti à la signature de la charte d'honneur en juillet 2014 à Tunis en vue des élections. En travaillant en Tunisie, nous avons été frappés par le sens des responsabilités, du patriotisme et de la volonté des dirigeants politiques de parvenir à des compromis dans l'intérêt national à des moments critiques ou lors des crises aiguës. Le président Marzouki est à la tête de cette catégorie de responsables politiques et nous sommes très heureux de l'accueillir parmi nous ce soir. Merci. أهلا وسهلا سيد الرئيس منصف مرزوقي سي المنصف. Bienvenue, Monsieur le Président. Vous nous faites l'honneur de votre présence. C'est au nom de l'Institut des hautes études internationales et du développement que je vous remercie. Et j'aimerais introduire en quelques minutes, si j'arrive à le faire, votre biographie qui est impressionnante. Quand je l'ai parcourue, je me suis dit, il y a au moins 3 vies d'un seul homme. Et alors, si vous permettez, j'aimerais rappeler quand même quelques éléments importants, parce que M. Marzouki est, je ne dirais pas tout d'abord, mais il est médecin. Il a au fait fait des études de médecine et psychologie à Strasbourg. Il est titulaire d'un doctorat d'État en 1973 avec une thèse sur l'éthique médicale. Il a pratiqué en France dans les services de pneumologie, endocrinologie et neurologie jusqu'en 1979. Il est ensuite retourné en Tunisie où il a eu un parcours de 20 ans d'une intense activité médicale en faveur de la santé des plus défavorisés à travers des programmes de santé communautaire. Il a été adoubé de plusieurs prix, le prix du Maghreb arabe en médecine en 1982, le prix du Congrès médical arabe en 1988, le prix de l'Académie des sciences des États-Unis en 1989. Mais à partir de juillet 2000, il fut renvoyé de la faculté pour des raisons politiques. Et pendant les années d'exil en France, il a exercé aussi comme médecin, tout d'abord comme professeur, associé de santé publique à Paris 13 de 2001 à 2004 et de 2004 à 2011 comme chargé de mission dans le réseau de santé de Créteil et Val-de-Marne. À cette première vie s'en ajoute une deuxième, si je peux dire ainsi, celle de militant et d'homme politique, d'homme d'État. En effet, M. Marzouki a été tour à tour président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme de 1989 à 1994, président de la Commission arabe des droits de l'homme de 1997 à 2000,
président de l'African Network for Prevention of Child Abuse and Neglect de 2000 à 2003. Et là aussi, il a reçu pendant ses mandats le prix de l'association de Human Rights Watch en 1994, le prix Kemp pour les droits de l'enfant en 1996. La Ligue qu'il présidait fut dissoute en 1992, à la suite de multiples arrestations et emprisonnements de 4 mois en 1994 pour tentative de se présenter aux élections présidentielles. Ce ne fut que partie remise. Son passeport lui a été confisqué et une quasi-assignation à domicile a duré 5 années. En juillet 2001, M. Marzouki a fondé un parti politique appelé le Congrès pour la République, le CPR, interdit par la dictature, et finalement, il a dû partir en exil en décembre 2001. Mais il est revenu triomphalement en 2011, et après la révolution des Jasmins, et le 12 décembre 2011, il a été élu président de la République tunisienne, le premier président de la République tunisienne élu démocratiquement. Et enfin, troisième vie, si vous me permettez, à bientôt 70 ans, vous êtes l'auteur de plus d'une vingtaine de livres, en arabe et en français, publiés entre 1980 et 2011, sur des thématiques diverses, où toutefois prédominent les écrits relatifs aux idées et aux idéaux de la démocratie et des droits de l'homme dans la culture arabo-musulmane. Et je vous remercie pour être avec nous ce soir. À vous le podium et nous nous réjouissons de vous entendre. Encore une fois, mes excuses pour ce retard. Les bouchons sont aussi désagréables à Tunis qu'à Genève. Ce matin, je m'en suis payé un de 2 heures. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment ma veine aujourd'hui, c'est le jour des bouchons. Mais on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit, et on va, j'espère que vous me pardonnerez donc ce retard. Ceci étant dit, je veux absolument remercier, d'abord, je vous remercie beaucoup de cette présentation fort sympathique, mais qui me rappelle aussi toutes les années déjà passées. Commence un peu à se faire, il faut maintenant commencer à préparer les autres générations à prendre leur responsabilité et le pouvoir. Ensuite, je voudrais remercier aussi HD, parce qu'effectivement, nos amis suisses, et notamment HD, nous ont beaucoup accompagnés justement dans ce... D'une certaine façon, on peut dire qu'ils sont partie prenante de ce processus de transition démocratique en Tunisie. Et je vous remercie tous de me faire l'honneur d'être avec nous. Et je vais essayer, autant que faire se peut, si vous voulez, de présenter la problématique et peut-être d'ouvrir le débat. J'ai toujours en tête la fameuse phrase de Dostoïevski qui disait que le plus grand orateur, s'il dépasse 20 minutes, suscite des envies de meurtre dans l'audience. Alors je vais tâcher de ne pas susciter trop des envies de meurtre. J'en souffre déjà assez par ailleurs dans d'autres domaines. Donc voilà, je vais essayer donc de me tenir à, on va essayer, disons, 20-25 minutes, et puis ensuite vous donner la parole. Alors, laissez-moi commencer par vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé justement au palais de Carthage, la responsable m'a fait faire le tour du locataire, je ne vais pas dire du propriétaire, mais du locataire, du nouveau locataire. Et alors elle m'a proposé de m'installer dans le bureau de Ben Ali, ce que j'ai refusé absolument en disant, d'abord c'est un horrible bureau, très vulgairement, les nouveaux riches, etc. Je déteste ça, donc je n'ai dit pas question. Elle me dit, il y a le bureau de Bourguiba. J'ai dit oui, là, j'aimerais bien m'installer, c'est quand même plus valorisant pour moi de m'installer dans le bureau du vieux lion que de m'installer dans le bureau d'un mafieux. Et là, donc je rentre dans ce bureau que j'ai reconnu parce qu'effectivement, dans le temps, il y avait la télévision, le montrait notamment la carte de la Tunisie, donc ça évoquait en moi plusieurs souvenirs. Et puis ensuite, elle m'a laissé dans ce bureau et j'ai commencé à farfouiller un peu. Il y avait beaucoup de documents et je tombe sur quoi? Je tombe sur quelque chose d'extraordinaire. Je tombe sur la Constitution, la première Constitution de la République tunisienne, donc celle de 58. Et c'était la vraie Constitution signée par Bourguiba, donc l'original. Et là, je me rends compte qu'à ma grande honte, je n'ai jamais lu cette Constitution parce que j'ai toujours considéré que nos constitutions dans les pays arabes, c'est du blablabla. Ça sert. Donc je me dis, un homme comme moi ne perd pas son temps à lire des chiffons de papier qui ne servent à rien. Mais je me suis dit, je vais quand même lire cette constitution, puisqu'on était l'Assemblée constituante, on était là pour créer une constitution. Alors j'ouvre cette constitution et je la lis de bout en bout.
À la fin, j'éclate de rire en disant, mais attendez, je vais tout simplement envoyer cette constitution à la constituante, et ils n'ont qu'à l'adopter parce qu'elle est parfaite. Parfaite. Nous avions une constitution d'un État démocratique, tous les droits de l'homme étaient respectés, c'était un régime, pratiquement un régime parlementaire, etc. Tout était parfait. Et c'est là que ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, attendez, tout le monde parle de transition démocratique, de transition vers la démocratie, mais parlons d'abord de la première transition, c'est-à-dire la transition vers la dictature. Comment est-ce qu'on est arrivé en 1956 jusqu'à la Révolution? Comment on a installé, à fur et à mesure, l'État dictatorial? Parce que la première transition, la plus intéressante qu'il faut étudier, c'est comment se fait la transition vers la dictature. Alors on peut me dire, oui, mais attendez, la Tunisie en 1956, ce n'était pas un État démocratique pour qu'il fasse une transition vers la dictature. Non, mais c'était un État proto-démocratique. Pourquoi proto-démocratique? Parce que, nous étions sous la domination d'un État démocratique. Donc les valeurs, le rituel démocratique était parfaitement connu et maîtrisé par les Tunisiens. Bourguiba a vécu en France, il a été avocat et il s'est Béjika Essebsi, l'actuel président, a fait ses études de droit, etc. Toute l'élite tunisienne était une élite essentiellement francophone. Il y a une autre élite, on en parlera tout à l'heure, celle qui a donné l'islamisme. Mais l'essentiel de l'élite était une élite francophone, elle vivait donc dans un pays démocratique, elle en connaissait le rituel, elle connaissait les valeurs, etc. Et ce qui était en filigrane dans cette constitution, c'est que nous allons mettre en place une démocratie. Donc vous voyez que le problème ne date pas d'aujourd'hui, il est ancien. Et ça, il faut l'avoir en tête, parce que croire que le processus démocratique, c'est la révolution, et non, c'est un processus qui a commencé déjà après l'indépendance, donc ça fait pratiquement plus de 60, quelque chose comme 60 ans. Alors, comment s'est installé progressivement l'État? D'abord, on est passé par une phase que j'appelle l'État autoritaire, et puis ensuite, on est passé par la dictature. Alors, qu'est-ce que c'est que l'État autoritaire? Pour moi, acteur politique, je ne rentre pas dans les discussions de savants. Pour moi, l'État autoritaire, c'est une dictature moins la corruption. La dictature, c'est l'État autoritaire plus la corruption. Donc, du temps de Bourguiba, Bourguiba a installé un État autoritaire, donc il a fait fi de cette constitution, il a installé un régime parti unique, il a dissous le Parti communiste, qui faisait partie donc du spectacle démocratique ou proto-démocratique en Tunisie. Il y avait plusieurs partis, donc c'est le régime unique, c'est le culte de la personnalité, c'est le contrôle de l'information, c'est le contrôle de la société, c'est les élections trafiquées à 99%, c'est la présidence à vie en 1974, et c'est le refus d'élections libres et honnêtes en 1981, où il a fait barrage à toute évolution démocratique. Donc l'État autocratique passe progressivement à l'État, donc à la dictature. Arrive Ben Ali, donc qui perpétue le système en faisant semblant de s'y opposer, et là il introduit l'autre composante qui est la corruption. Et cette corruption est allée en grandissant. Et alors, qu'est-ce qui fait que dans ces dictatures, ils sont brutaux, c'est la corruption, parce que la corruption, c'est la peur de la découverte de la corruption. Donc, on empêche la liberté de la presse. C'est la peur d'être dénoncé. Donc, on va être extrêmement brutal vis-à-vis de ces gens qui peuvent révéler vos secrets, etc. Donc, la corruption a été le principal responsable de la répression qui s'est abattue sur le pays pendant plus de 20 ans. Donc, vous voyez comment, par le refus donc, de l'installation de cette constitution que Bourguiba avait signée, on est passé de l'État, donc progressivement de l'autoritarisme à la dictature. Et puis progressivement, cette dictature est allée crescendo en étant face à la société, et alors il va y avoir le clash de 2010. Alors parallèlement, ou indépendamment, ou pas parallèlement, de sens contraire, vous avez l'évolution de la société civile, qui elle, pendant que la dictature, ou plus exactement le système dérapait d'une proto-démocratie à donc un État autoritaire, puis un État autoritaire et corrompu, donc à une dictature, vous avez une autre plaque tectonique, entre guillemets, plaque tectonique politique, qui, elle, fonctionnait dans le sens inverse, qui est celle de la société civile. Alors là, bon, il y a le peuple, c'est-à-dire les millions de Tunisiens, et puis ensuite il y a la société, c'est-à-dire ce peuple qui s'installe en communauté, qui vit ensemble, puis vous avez la société civile, qui est l'expression dynamique de cette société, où vous avez des groupes qui s'installent pour traduire la volonté profonde de cette société et qui essaient de l'orienter dans une direction donnée. Alors la société civile tunisienne
Et c'est ça, et là tout à l'heure nous allons parler des autres pays arabes, c'est ça la spécificité fondamentale de la Tunisie, c'est que alors qu'on a donc cette déchéance de l'État, vous aviez un mouvement inverse d'une société civile qui n'a fait que grandir, que grossir, que prendre de la place, et ceci indépendamment et en contradiction, puis en lutte avec l'État totalitaire, puis ensuite l'État dictatorial, c'est-à-dire corrompu. Alors progressivement, on a vu, et c'est ça le phénomène fondamental qu'il y a eu, parce que, encore une fois, la Tunisie était un État proto-démocratique après l'indépendance. À la fois son contact avec l'Occident, à la fois le fait qu'il y ait des élites de très bonne qualité, etc. Tout cela faisait qu'il y avait des germes déjà de ce que j'appelle l'État proto-démocratique de la société elle-même. Alors, moi, j'avais toujours tendance à parler dans les années 90 des 7 piliers de la société civile tunisienne. Alors, ces 7 piliers, c'était le mouvement étudiant, qui était un mouvement extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est ce mouvement étudiant dont les chefs sont aujourd'hui pratiquement à tous les échelons du pouvoir. Le syndicat, l'UGTT, a joué un rôle très important dans l'histoire de la Tunisie. Ça, c'est une grande spécificité de la Tunisie, c'est d'avoir un mouvement syndical puissant depuis déjà avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc, le mouvement étudiant, le mouvement syndical. Ensuite arrive sur le marché, si je puis dire, la Ligue tunisienne des droits de l'homme, en 1977, qui a joué un rôle extrêmement important en tant que parlement de la société civile, justement, contre l'État, qui s'installait déjà, qui commençait déjà à déraper vers la dictature. Ensuite, les associations, et notamment les avocats ont joué, le barreau a joué un très 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 grand rôle dans les combats pour les libertés publiques. Ensuite, il y a eu le mouvement féministe. Les femmes ont été toujours un grand enjeu politique en Tunisie, contrairement à tous les autres pays arabes. Alors, le mouvement féministe, notamment représenté par un petit groupuscule pratiquement, qui s'appelle, ou un petit groupe, l'Association des femmes démocrates, a joué un rôle politique très important parce que la question des femmes était pas mal manipulée par le pouvoir, de telle façon que, voilà, la Tunisie avance par les femmes. Et ces mouvements de femmes ont dit hey, hop, stop, arrêtez donc la manipulation de cette question. Les femmes, ce n'est pas une question de sexe, de mariage, etc. Les femmes, c'est des citoyennes. Nous nous battons pour la démocratie, etc. Et donc, ce mouvement féministe de seconde génération a permis justement la maturation de ce concept, à savoir, nous luttons pour la citoyenneté, l'histoire de l'égalité homme-femme au mariage, etc. Tout ça, c'est fini. Vous n'allez pas nous embêter avec ça. Et soi-disant que vous avez fait ça, vous allez oublier que les femmes sont aussi des citoyennes. Donc, le mouvement féministe de seconde génération a beaucoup joué donc, dans cet enrichissement de la société civile. Puis ensuite, il y a les partis politiques qui se sont institués malgré l'État. Dans le mien, le parti que j'ai créé, le Congrès pour la RIC, en 2001, on a dit, nous, on s'instaure en tant que force politique et on ne demande pas l'autorisation. Alors, d'ailleurs, j'ai eu plusieurs procès, pour constitution d'un parti illégal. Mais on a dit, attendez, la légalité, nous, on la tient de nos droits de l'homme, de la Convention internationale des droits de l'homme, de la charte, etc. On ne tient pas de vous. Donc nous allons fonctionner, et beaucoup de partis politiques ont fonctionné comme ça, contre l'État. Puis ensuite, il y a toute une partie de la société civile qui est restée en arrière, qui est essentiellement le reliquat de la société civile d'avant l'indépendance, qui était plutôt musulmane et non pas islamiste, plutôt conservatrice, etc., et qui avait beaucoup travaillé à l'époque, et qui, elle, va être la pépinière d'où vont sortir les mouvements islamistes. Donc voilà, vous avez une société qui s'est auto-organisée indépendamment de l'État. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Donc on voit deux plaques tectoniques. Moi j'aime beaucoup les comparaisons géologiques parce que je suis fanatique de ces... J'aime beaucoup les volcans. Je vais vous parler d'ailleurs des volcans tout à l'heure. Donc pour moi c'est... Donc je réfléchis toujours en images. Parfois c'est trompeur, mais parfois ça aide aussi à expliquer. Donc vous avez l'impression que ce sont deux plaques tectoniques. Un État qui est en train de progressivement de s'installer dans l'autoritarisme, dans la corruption, dans la répression, et qui va dans un sens, et une société civile qui, elle, grandit, devient de plus en plus puissante, et l'État ne peut rien faire contre cette... Ce n'est pas le temps de vous raconter les batailles homériques qu'on a eues avec le pouvoir de Ben Ali dans la Ligue des droits de l'homme, etc. Ça prendrait des heures et des heures. Mais il y a eu une confrontation, une bataille, donc affrontement de ces deux plaques tectoniques fonctionnant dans deux sens tout à fait inverses. Boum, arrive la révolution de 2010. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, si vous voulez,
la confrontation entre un État fonctionnant dans un sens et une société civile fonctionnant dans l'autre est arrivée à un tel point que on ne pouvait plus coexister. Il fallait que ça disparaisse. Or, les sociétés ne disparaissent pas devant un État corrompu. C'est l'État corrompu qui disparaît devant une société. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi en 2010 ? Pourquoi est-ce que c'est à l'occasion de ce phénomène, etc. Je vous dirais franchement que j'en sais rien. Bien malin celui qui est capable de dire que tel événement va arriver à tel moment, etc. Il fallait que ça arrive, toutes les conditions étaient réunies. Et un troisième facteur, peut-être, un facteur qui peut expliquer, c'est la crise financière de 2008. Alors vous dites quel rapport ? Ben, le rapport, il est clair, c'est-à-dire que notre économie est tributaire à 80% de l'économie européenne. Quand l'économie européenne stagne, la nôtre stagne. Quand vous avez dans un pays de la corruption et de la pauvreté, vous pouvez tenir, un État peut tenir tant qu'il y a un minimum requis pour les gens, pour supporter, etc. Mais à partir d'un certain niveau de misère donc élevé et de corruption élevée, vous avez une réaction qui peut se développer à n'importe quel moment et qui peut faire exploser le pays. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà une première phase de cette fameuse transition démocratique tunisienne. La révolution, la société civile l'a emporté d'une certaine façon grâce à un événement extérieur qui a été... Ce n'est pas la société civile qui a fait la révolution, ce ne sont pas les militants des droits de l'homme, ce ne sont pas les syndicalistes, ce ne sont pas les étudiants qui sont sortis dans la rue, c'est la jeunesse pauvre, etc. Mais de toutes les façons, il fallait que ça arrive et il y avait c'était pratiquement inéluctable. Alors là, on rentre dans la deuxième phase, qui est la phase de la période intermédiaire, de ces 3 années où j'ai eu l'honneur, moi, d'être à la tête de l'État. Et là, j'ai pu observer comment cette société civile continue encore véritablement à enquister l'État. Et comment l'État, qui avait la prétention sous Bourguiba de contrôler la société, comment cet État est en train littéralement de tomber sous le contrôle et la domination de la société civile. Et c'était magnifique à voir. Alors, il y a trois choses qui, pour moi, sont objet d'une très grande fierté pendant ces 3 années, où on a vu vraiment donc, cet État proto-démocratique à qui on n'a pas autorisé l'accès à la démocratie pour toutes sortes de raisons, reprendre le dessus, pratiquement 30 ou 40 ou 50 ans après, et puis ensuite, le processus continue à se faire. Alors, il y a 3 choses qui m'ont beaucoup comment dire, qui m'ont frappé, parce que moi, je suis à la fois acteur et à la fois observateur. Vous avez parlé de ma 3e vie en tant qu'écrivain. Effectivement, moi, tous les soirs, je rentre après les batailles, etc. Tac, j'écris. Je me dis, pas ça va me permettre un jour de théoriser, de faire un beau bouquin et d'être le théoricien de cette révolution, etc. Donc, je suis à la fois acteur et observateur. J'ai beaucoup observé. Et aujourd'hui, quand je regarde un peu cette phase intermédiaire, donc ces 3 années, je me dis, il y a 3 choses extraordinaires qui ont eu lieu dans ce pays. La première chose, c'est la discussion de la Constitution. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse pour... Dites-vous, les envies de meurtre, ça va ou je peux continuer ? Je peux continuer. Bon, parce que là, on arrive dans la zone dangereuse des 20 minutes. Donc quand on a commencé à travailler sur la Constitution, il y a eu plusieurs grands théoriciens, grands professeurs de droit, il y en a 3 ou 4, qui sont venus me dire « Mais Monsieur le Président, la Constitution, c'est compliqué, etc. Nous avons fait des constitutions toutes prêtes. » Et ils m'ont donné des constitutions toutes prêtes. Alors moi, je les prenais, ces constitutions toutes prêtes, je ne les mettais pas à la poubelle parce que je suis un homme poli, mais je les mettais dans un tiroir et je les laissais là-dedans. Je ne les regardais même pas. Je me dis, voilà des professeurs de droit ou voilà des intellectuels qui comprennent rien à rien, qui comprennent pas ce qui se passe, qui comprennent pas qu'une constitution doit être un débat long, un débat approfondi, après lequel la population s'approprie ce texte. Ça n'a rien à voir avec un texte qu'on soumet pour référendum et puis au revoir et merci. Or, c'est ça ce qui s'est passé. Et c'est probablement ça qui a fait que la Tunisie s'en tire pas mal. C'est qu'il y a eu un débat autour de la Constitution. Ça n'a pas été imposé. Il y a eu, vous n'avez pas idée, il y a eu des centaines et des centaines de réunions. Les commissions ont écouté tout le monde, les associations de femmes, les associations de sourds mouillés, les associations des amis des Canaries, tout ce que vous pouvez imaginer. Il fallait entendre tout le monde. Et tout le monde a été entendu. Et puis ensuite, le débat a été... il est sorti de la Constituante, il est allé dans les provinces, dans les régions. Donc il y a eu un débat extraordinaire.
Ce qui fait que moi je dis toujours, la constitution tunisienne n'a pas de père, elle en a des milliers, des dizaines de milliers. Et c'est ça qui a fait que, effectivement, la constitution a été acceptée, et ça a été la quadrature du cercle. Vous n'avez pas idée à quel point, par exemple, le mot charia aurait pu faire exploser le projet. Il a fallu débattre des nuits entières sur ce concept, on le met pas, pourquoi est-ce qu'on le met pas, etc. Et en fin de compte, on ne l'a pas mis, et c'était une très bonne chose, parce que ça aurait été un clash incroyable, ça aurait divisé les Tunisiens. Et chacun a fait, toutes les partis politiques ont fait chacun de son mieux pour qu'effectivement on écrive un texte qui est capable de rassembler tout le monde. Et moi je me souviens qu'à 1h du matin, quand je regardais le 26 janvier les constituants s'embrasser, les extrémistes entre guillemets de droite et de gauche, etc., je me suis dit quel miracle, quel miracle. C'était un vrai miracle de voir une société avec toutes ces contradictions, avec tous ces problèmes, etc., enfin se mettre d'accord sur un texte commun pour dire c'est ça qui va nous réunir dorénavant, c'est ça notre tunisianité commune. Deuxième chose, le dialogue national. Le dialogue national n'a jamais cessé. Effectivement, c'est une tradition. Et c'est une tradition qui vient de sous la dictature. C'est-à-dire, sous la dictature, s'il y a une bonne chose que Ben Ali a faite, c'est qu'il nous a fédérés. Nous étions tout le temps en discussion. Et donc, après, ces discussions ont tout simplement continué. Donc, le débat national ne s'est jamais arrêté. Et c'est ça aussi qui a évité à la Tunisie donc de passer toutes les tentatives, parce qu'il y a eu des tentatives de bloquer, des tentatives de dévier, des tentatives de saboter, etc., mais qui n'ont pas marché. Et la troisième chose, ce sont les élections. Nous avons fait des élections libres. Il y a eu des irrégularités. Je peux dire même dont j'ai été la principale victime, mais peu importe. L'essentiel, pour moi, c'était que nous sommes retournés vers la population et leur a dit nous tenons le pouvoir de vous et de nulle autre force politique, donc c'est à vous de décider. Et moi, j'ai eu un moment très difficile le 22 décembre. Est-ce que je conteste des résultats? Est-ce que je dis non, la chose la plus importante, c'est la stabilité dans ce pays. La chose la plus importante, c'est que nous puissions éviter les confrontations, etc. Il est hors de question que la Tunisie passe par des scénarios comme dans certains pays africains où j'ai dit la chose la plus importante, encore une fois, c'est la stabilité et que le sang tunisien ne coule pas. Alors, vous me dites, tout ça, c'est peut-être c'est la sagesse de la classe politique tunisienne. Oui, mais cette sagesse de la classe politique tunisienne, elle vient d'où? Elle vient du peuple lui-même. C'est-à-dire, qui sommes-nous, nous, les hommes politiques, les femmes politiques, etc. Nous émergeons de ce peuple. Et donc, c'est peut-être la sagesse de ce peuple, de sa modération, qu'il faut... c'est cette sagesse-là qu'il faut reconnaître. Maintenant que j'ai parlé de la Tunisie, j'espère que je vous ai montré un peu toute la complexité et toute la difficulté. Alors, parler du monde arabe, moi, ça me pose un grave problème. Pourquoi? Aujourd'hui, je suis libre, je ne crains pas l'incident diplomatique, je suis responsable de ce que je dis, donc ce n'est pas du tout par diplomatie que je ne veux pas parler de ces pays un à un. Mais tout simplement par honnêteté, parce que la complexité est telle que le monde arabe, c'est 22 États, et dans chaque État, ce sont des situations dynamiques extrêmement différentes. Moi qui suis dans ces batailles politiques depuis 30 ans en Tunisie, je vous assure qu'il y a des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des facteurs qui me dépassent. Je sais qu'il y a Donc, aller expliquer la situation en Égypte, en Syrie, etc., ne comptez pas là-dessus sur moi. Par contre, ce que je peux vous dire, et là, je suis absolument sûr, c'est que là, si on reprend un peu l'image de plaques tectoniques et de volcans dont je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu cette image de volcans et de plaques tectoniques parce que l'image de printemps arabe m'a toujours mis mal à l'aise, parce que c'est quoi un printemps? C'est des fleurs, les oiseaux, etc. Et même le mot de transition, cette image de printemps, elle est discutable. Même le mot de transition, lui aussi, parce que quand on parle de transition, on parle d'un processus tranquille, etc. Or, ce qui se passe, ce sont des transformations de passage d'état à état chaotiques, dans le sens chaotique, c'est-à-dire imprévisible, violent. Les transformations qui se font dans le monde arabe, y compris en Tunisie, ont été des transformations violentes. Pendant sous la dictature, il y a eu
il y a eu des dizaines et des dizaines de morts qui sont sous la torture. Il y a des milliers de prisonniers politiques. Il y a eu des dizaines de milliers de gens qui sont partis en exil. La révolution, il y a eu 308 morts. Il y a eu 2000 blessés, rien qu'en Tunisie, qui est le pays. Donc vous avez des transformations qui sont des transformations chaotiques et cataclysmiques. Ça n'a rien à voir avec une transition comme ça. Même quand on parle de transition pacifique. La Tunisie est une transition pacifique, oui, parce que les 3 dernières années, effectivement, l'État n'a pas fait de violence contre la société, mais la violence, elle est partout. Nous avons eu plus d'une quarantaine de morts de nos soldats victimes du terrorisme. Il y a eu deux de nos hommes politiques importants qui ont été assassinés, etc. Il faut garder cette image que c'est effectivement quelque chose de violent et de cataclysmique. Quand vous arrivez dans des pays comme la Libye, la Syrie, etc., vous voyez l'extrême violence de ces transformations. Alors pourquoi est-ce que la Tunisie a échappé, par exemple, à cette extrême violence qu'il y a dans ces pays-là? Il faut comprendre que, moi je dis toujours, si on reprend cette image du volcan, imaginez la chambre magmatique, vous mettez dedans une quantité de pauvreté, une quantité de corruption, et puis vous bouchez par un système autoritaire, un système corrompu, un système violent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Plus la quantité de corruption et plus la quantité de pauvreté augmente, plus la violence en haut augmente et plus vous avez une explosion violente. C'est ce qui se passe en Syrie. En Syrie, vous ne pouvez pas comprendre la violence de ce qui se passe actuellement en Syrie si vous n'avez pas en tête la violence de la répression, c'est-à-dire la force où on a voulu enfermer le peuple syrien, et la quantité d'injustice, la quantité de corruption, la quantité de pauvreté qu'il y avait dans ce pays. Et donc, l'explosion de violence qu'il y a dans ces sociétés est directement proportionnelle, si je puis dire, évidemment, ce n'est pas tout à fait exact, de la quantité de problèmes qu'il y a eu dans ce pays. Alors, la Tunisie, ça a été un gentil volcan, il a explosé une fois et puis s'est calmé, parce que justement, on n'a pas remis de bouchon, parce que la quantité de pauvreté et la quantité de corruption étaient à peu près... Bon, mais quand vous comparez, par exemple, à d'autres pays, vous voyez la différence. Ensuite, si la Tunisie s'en tire... Ce n'est pas tellement à cause de la sagesse, entre guillemets, de sa classe politique, mais pour des raisons structurelles. Si vous comparez à la Libye, par exemple, la Libye n'a pas de société civile. Kadhafi a empêché la Libye d'avoir une société civile, alors qu'en Tunisie, Ben Ali n'a pas pu empêcher, parce que c'est un vieux peuple, un peuple civilisé, un peuple, etc., organisé. Et donc, voilà la différence entre la Libye. Si vous prenez, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a eu une tentative de coup d'État en juillet 2013 en Tunisie, après après le coup d'État égyptien, pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? Pourquoi est-ce que l'appel à l'armée, parce qu'il y a eu des appels à l'armée, l'appel à prendre la constituante d'assaut, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que tout simplement, nous n'avons pas une armée putschiste, nous n'avons pas une armée qui a des affaires économiques, nous n'avons pas l'armée chez nous n'a pas de tradition, de coup d'État, etc. Si vous prenez par exemple par rapport à un pays comme la Syrie, là aussi, la Tunisie est un pays homogène. Heureusement, c'est un pays de classe moyenne, c'est un pays où 99% des gens sont arabes, musulmans, sunnites, malikites, etc. Donc ça aide beaucoup. Donc ce sont des raisons structurelles qui font que, effectivement, le niveau de violence n'est pas le même. C'est pour ça que je dis qu'il n'est pas possible de généraliser sur des pays. Chaque pays, en fonction de niveau de corruption, niveau de pauvreté, à quelle violence le bouchon est mis en haut, etc., en fonction de sa structure sociale, etc., va évoluer différemment. Ce qui est sûr, par contre, c'est que dans toute cette zone sud de la Méditerranée, vous avez une zone de haute sismicité. Et les volcans... le volcan syrien explose maintenant depuis 4 ans, parce que vous savez qu'il y a le Kilauea à Hawaï qui bave depuis des années et des années. Vous avez toutes sortes de formes, dans l'espace physique, vous avez toutes sortes de volcans. Dans le monde politique, vous avez aussi des volcans de forces différentes et d'intensités différentes. Donc je ne sais pas quand est-ce que le volcan syrien va arrêter d'exploser. Je ne sais pas si le volcan égyptien va exploser, parce que là, on revient à la situation antérieure avec beaucoup de corruption, beaucoup de pauvreté et maintenant beaucoup de répression. Et moi, je suis très inquiet. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ce pays. Une zone de haute sismicité dans toute la région sud de la Méditerranée. Le Maghreb, peut-être moins. Mais une zone de haute sismicité avec des explosions volcaniques à venir. Parce que
depuis l'indépendance, nos États arabes n'ont pas pu trouver la solution. Nous n'avons pas pu trouver la solution. À la fois, c'est l'échec de l'État national qui n'a pas pu faire et le développement et la liberté. Il nous a donné ni la liberté ni le développement. Tous les régimes autoritaires qui se sont installés, c'était sous le prétexte on va gagner du temps comme ça en étant un régime autoritaire pour développer le pays. Eh bien, on a eu l'autoritarisme, on n'a pas eu le développement, et c'est une règle générale dans l'ensemble du monde arabe. Et ensuite, c'est l'échec aussi des coopérations régionales, parce que contrairement à l'Europe, contrairement à l'Asie, à l'ASEAN, contrairement y compris à l'Afrique subsaharienne, les États arabes sont restés des propriétés privées, et qui étaient incapables de travailler ensemble, et donc ont complètement perdu la possibilité d'avoir un développement qui aujourd'hui ne peut être qu'un développement régional et intégré. Alors vous me dites, donc c'est la cata. Donc non. D'abord, je suis très optimiste pour la Tunisie. Je pense que la Tunisie a toutes les chances d'avancer dans le processus démocratique. Aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est-à-dire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est essentiellement l'ancien régime, doivent faire fonctionner un État démocratique, ils doivent aller aux prochaines élections, et aux prochaines élections, ils peuvent subir exactement ce que moi j'ai subi, c'est-à-dire le vote sanction. Les gens s'attendent, après une révolution, les niveaux d'expectative étaient très hauts, les gens veulent des choses. Et c'est quelque chose de tout à fait connu dans tous les pays. En général, ceux qui prennent le pouvoir immédiatement après une révolution, ils ont très très peu de chances d'être réélus. Ça, je le savais, parce que moi, je suis un lecteur de l'histoire. Mais ce que je sais aussi, c'est que les gens qui viennent après viennent avec beaucoup de promesses, et très rapidement, les gens savent que ce n'est pas du tout vrai, etc. Donc, rebelote, ce qui fait que nous avons ouvert en Tunisie maintenant le champ à l'alternance démocratique, comme dans n'importe quel pays, avec une opposition et un gouvernement. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'opposition, et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que, justement, progressivement, on installe, on réalise les objectifs de la révolution. Ailleurs, maintenant, je suis plus pessimiste, mais à court terme. Parce que regardez un peu ce qui se passe. Imaginez que vous regardiez l'histoire de... Vous savez, l'histoire de la Chine, c'est une histoire très longue. Imaginez que vous venez et vous regardez l'histoire de la Chine mettons, de 1848 à 1949, de la guerre de l'opium jusqu'à 1949. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une Chine divisée, une Chine pauvre, une Chine humiliée, et puis quelqu'un qui regardait ça aurait du mal à imaginer la Chine d'aujourd'hui. Même chose, si vous prenez l'histoire de l'Europe, et vous venez vous regardez la fenêtre 1930-1945. Voilà une Europe en pleine débandade économique, avec des mouvements fascistes, des mouvements nazis, etc. La guerre, l'Holocauste, la barbarie nazie, les camps de concentration, etc. Et ensuite, vous voyez toutes les villes d'Europe complètement détruites, etc. Vous dites, quel va être l'avenir de ça? Ben non. La force de la vie fait que ce ne sont que des parcelles de l'histoire. Aujourd'hui, dans le monde arabe, c'est la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez sur une brève période de temps, vous avez l'impression que c'est fichu, c'est fini. Et alors là, je ne parle pas de toutes les bêtises que j'ai entendues durant ma vie. La démocratie, c'est pas pour les Arabes. L'islam, c'est contre la démocratie, etc. Tout ça, c'est des stupidités. C'est du même genre qu'interdit aux Chinois et aux chiens. Donc ce discours racialiste, culturaliste n'a aucun avenir. Il faut regarder que les Arabes, comme tous les êtres humains, il y a des forces de destruction, des forces de construction. Ils fonctionnent par le défi, ils fonctionnent par... Et il y a une phase où des choses doivent être détruites. La violence doit aller jusqu'au bout, malheureusement. Et à un moment donné, vient le temps de la reconstruction. Donc, ce qui est en train d'être détruit aujourd'hui, c'est l'ancien système politique arabe, avec son chef, sa dictature, sa corruption, etc. Aujourd'hui, les sociétés explosent, les sociétés sont en train de s'organiser. Je vous ai décrit le processus de construction de la société arabe, tunisienne. C'est dans toutes les sociétés civiles arabes, c'est pareil. Ça grandit, ça gonfle, les femmes, les jeunes, les étudiants, les ceci, les cela, progressivement. Et donc, moi, je m'attends à ce que cette phase de destruction, qui est une phase douloureuse, une phase pathétique, une phase dramatique, se terminera, comme se sont terminées les guerres en Europe, comme se sont terminées les guerres en Chine, etc., et qu'il va y avoir une phase de reconstruction. Alors moi, ce que je travaille pour, avec ces écrits, etc.,
déjà d'anticiper cet avenir, de préparer cet avenir, de le préparer dans les rêves, de le préparer dans l'imaginaire, etc. Nous allons aller vers quoi? Vers la constitution enfin d'États démocratiques, de sociétés démocratiques, de réconciliation avec les valeurs universelles, d'apaisement des tensions, notamment avec de conception plus modérée de l'islam, d'une union arabe à l'échelon, à l'image de l'Union européenne. L'année dernière, j'ai assisté au dernier sommet arabe et j'ai fait un discours en disant il faut dissoudre la Ligue arabe, il faut maintenant créer une Union africaine. Et, ils ont fait tête comme ça. Vous imaginez un peu. Je savais très bien que je prêchais à des sourds, mais je savais que ces idées-là doivent être implantées aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, l'avenir, il n'est pas. C'est-à-dire, le meilleur n'est pas toujours certain, le pire non plus. Le pire non plus, nous sommes dans une phase de destruction-construction, nous sommes dans une région du monde extrêmement vivante, même si elle passe par des moments dramatiques et difficiles. Alors, voilà, un, priez pour nous, deux, soyez avec nous pour ces combats, parce que ce sont aussi les vôtres, parce qu'après tout, ce qui assurera la sécurité de l'Europe, c'est une rive sud complètement apaisée, démocratique, prospère, etc. C'est ça qui va assurer, parce que la forteresse Europe face à un sud complètement dévasté, en ébullition permanente, c'est cuit, hein, c'est pas du tout. D'autant plus que cet espace-là peut être aussi un espace de coopération, de développement économique, etc. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous m'avez pardonné le fait que je n'ai pas tenu ma promesse des 20 minutes. J'espère que je vous ai apporté quelques éclairages. J'espère surtout que je vous ai apporté l'éclairage, un, sur la complexité, sur la difficulté donc, de mettre ça dans des cadres extrêmement étroits, et aussi sur le message d'espérance. Je ne veux pas que vous partiez d'ici avec l'idée que, non, il y a... de l'autre côté, vous avez des êtres humains qui se battent pour une meilleure vie, qui relèvent des défis, qui font face à des difficultés, qui sont vos combats à vous. Moi, je dis toujours, quand un peuple... je suis content quand la démocratie avance dans un pays d'Afrique noire, je suis content parce que je sais que ce sont mes combats. D'une certaine façon, nous sommes tous liés à ces valeurs. Et d'une certaine façon, nous sommes tous sur la même barque. Et donc, ces combats ne doivent pas être vécus par certains d'entre vous comme étant quasiment des combats exotiques. Ce sont les vôtres. Ce sont les vôtres. Ce sont les nôtres. Si nous avons tous les mêmes valeurs d'universalisme, de droits de l'homme, d'égalité, etc., ce sont aussi bien nos batailles que vos batailles. Voilà, en tout cas, merci pour votre patience et je suis prêt à écouter vos questions, si ça vous... Oui, merci, Monsieur l'ancien président. C'était passionnant de vous écouter. Et je ne savais pas que vous aviez aussi une casquette de volcanologue. Parce que là, alors, pour la comparaison, je me disais, tiens, quand il parle de la Tunisie, effectivement, on peut penser au Vésuve à Naples ou à l'Etna. Mais quand on pense au Bilad al-Sham, à l'Irak, en Syrie, là, c'est le volcan au Chili. Et on commence à sentir, non pas seulement la fumée, mais la lave arrive. Écoutez, avant de passer la parole au public, juste, je prends le privilège d'avoir le micro, de vous poser vite deux questions avant de... il y a deux questions qui sont surgies en vous écoutant, qui m'interpellent. Je dirais, la première est le devenir de l'État en Tunisie. Et la deuxième est ce que j'appellerais le devenir de l'identité nationale. Quant à la première question, je la formulerai en disant, selon vous, quelle forme organique devrait avoir aujourd'hui, en pensant au futur, l'État tunisien? Un État centralisé, un État décentralisé, un État fédéralisé? Vous avez très bien évoqué tout le passé bourguibiste, hein? Et si je ne me trompe pas, vous étiez bien proche de Salah Youssef. Et
Donc, ce qui fait un peu une transition pour moi à la deuxième question que j'ai, c'est de l'identité nationale, c'est-à-dire de l'appartenance. Comment reconstituer ou renouveler ou redéfinir l'identité tunisienne? Quelle est la place de la religion? Enfin, excuse-moi, le petit regard d'un Européen qui, à la suite de ce qui s'est passé au Bardo, je crois que plusieurs Tunisiens et aussi Européens, nous étions tous surpris, hein, très surpris. Quelle place donc de la religion dans l'éducation, dans la société? Est-ce que, par rapport à ce que vous avez évoqué, comment l'identité tunisienne va-t-elle se redéfinir par rapport à une identité républicaine, le drapeau tunisien, une Oumma arabia régionale, une Oumma islamia? Voilà. Il me semble que ces questions politiques des deux faces de la même médaille aujourd'hui sont en train d'être redéfinies. D'accord. D'abord, pour l'histoire de l'État, je vous dis la première chose pour nous, que ce soit un État démocratique. Ça, on veut vraiment en finir avec l'État autoritaire et l'État corrompu. Nous en avons tellement souffert et nous estimons que le retard de notre pays est dû justement à la structuration de cet État. Pour moi, je me suis battu dès le départ pour qu'on commence par les élections municipales. Et je me suis battu aussi au niveau de la Constitution pour qu'on introduise la notion de Iqlim, c'est-à-dire de région, de diviser le pays en 6 ou 7 régions, encore une fois pour donner le pouvoir aux gens. Moi, en tant que spécialiste de la santé communautaire, j'ai beaucoup travaillé avec les gens et je sais que ce n'est que à ras les pâquerettes qu'on peut parler vraiment de démocratie. Pour moi, la démocratie, elle est participative ou elle n'est pas. Donc je me suis vraiment, j'ai tout fait pour qu'on commence par les élections. Bon, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on traîne des pieds. Alors que pour moi, c'est ça la base de la démocratie. Et ensuite, de donner des pouvoirs aux municipalités. Et ensuite, de créer des régions. Et là, je pense que nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous, donc de nos amis suisses. Ensuite, pour moi, l'autre chose, c'est que l'État doit redevenir un acteur social et économique. C'est-à-dire que moi, je suis totalement opposé à l'idée de libéralisme sauvage, à savoir que l'État, il est là pour... Non, l'État, il est là pour défendre les faibles, pour avoir une approche donc dans l'économie, pour orienter d'une certaine façon l'économie. On ne revient pas à l'État bureaucratique, à l'État socialiste des années 60. Il a fait faillite. Mais ce n'est pas parce que l'État socialiste, etc., a fait faillite qu'on doit aujourd'hui laisser le développement économique à des acteurs économiques qui peuvent avoir une moralité comme ils ne peuvent pas en avoir et dont l'objectif fondamental est de faire de l'argent. Nous, notre objectif fondamental doit être de lutter contre la pauvreté. Donc voilà comment je vois le rôle de l'État. À la fois un rôle plus social et plus démocratique et en transférant aux régions et aux municipalités le maximum de pouvoir. Pour la question de l'identité, là, on a été, ça a été le casse-tête pendant 3 ans, donc pendant au moins 2 ans au niveau de la Constitution, notamment à la place de la religion. Et on est arrivé à quoi? On est arrivé à dire que la source du pouvoir, c'est le peuple. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a dit que les Tunisiens ont droit, non seulement ont droit à la liberté religieuse, mais à la liberté de conscience. Ça veut dire ce que ça veut dire, la liberté de conscience. C'est-à-dire que vous pouvez être religieux comme vous pouvez être religieux, vous pouvez être tunisien comme... Et moi, je n'ai pas arrêté de dire qu'il faut qu'en Tunisie, les gens s'acceptent mutuellement et qu'ils acceptent aussi que dans le paysage, on accepte tout aussi bien la femme avec un voile que la femme avec un niqab, que la femme sans l'un et l'autre. Évidemment, ça a fait débat. Ah non, 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 on ne peut pas accepter celle qui a le niqab. Ah non, on ne peut pas accepter celle qui a le voile. Et les autres disent non, non, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes occidentalisées qui montent leurs jambes? Et bien, j'ai dit non, la tunisianité, c'est ça, c'est que nous sommes tout ça. Et nous devons accepter tout ça. Et moi, j'aborde cette question d'identité, encore une fois, toujours du point de vue des droits de l'homme, parce que moi, je suis d'abord droit de l'homme. C'est-à-dire que je reviens toujours, qu'est-ce qui est écrit dans la Charte universelle des droits de l'homme? Alors, la place de l'islam. Et ici, je vais vous dire quel est mon sentiment. La Tunisie, c'est un pays très paradoxal. À la fois, nous sommes le peuple qui a donné au monde arabe ses élites les plus, entre guillemets, droits de l'homme. C'est les Tunisiens qui, dans les années 80, ont vraiment lancé toutes ces histoires, etc.
C'est dans ce pays qu'il y a le plus de société civile, qu'il y a le plus de liberté de la femme, mais aussi nous sommes le pays qui est en train d'exporter le plus de terroristes. Ça, c'est quelque chose qui me met dans tous mes états en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que notre société, qui produit des militants des droits de l'homme, qui produit des militants féministes, qui produit des militants démocrates, nous envoyons aussi des Daesh, etc. Ça me pose un grave problème. Et je pense que c'est dû très vraisemblablement au fait que pendant ces 20 dernières années où le pays était, où le pouvoir bêtement s'est attaqué à un islamisme modéré. Ennahda, c'est un islamisme modéré. Eh bien, il a laissé le terrain à tous les islamismes extrêmement durs. Et aujourd'hui, nous payons très chèrement cette politique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une course contre ces mouvements pour que, justement, je vais vous dire une chose, le terrorisme en Tunisie, c'est une nuisance, ce n'est pas un danger. C'est une nuisance, ce n'est pas un danger. Le pays est structuré, organisé, etc. C'est comme dans n'importe quel pays occidental, c'est une nuisance. Ce n'est pas un danger, ça ne peut pas mettre en danger la République. Ailleurs, oui. Alors, ce que nous voulons en Tunisie, c'est d'être des Tunisiens, appartenir à la communauté arabe, appartenir à la communauté africaine, la Tunisie a une dimension africaine, appartenir à la communauté euro-méditerranéenne et appartenir tout simplement à l'humanité. Tous les peuples ont une identité par strate. Revenons à la géologie. Nous sommes tous des strates d'identités différentes. Et moi, j'en ai assez de ces gens qui pensent que l'identité, c'est s'opposer à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas juif, je ne suis pas chrétien, et donc je suis musulman parce que je ne suis pas l'autre. Non. Il se trouve que j'ai des couches géologiques. Moi, je me définis comme un sudiste, comme un bédouin, comme un sudiste, comme un tunisien, comme un arabe, comme un musulman, mais comme un citoyen du monde. Pour moi, la planète, c'est mon monde. C'est toute la planète qui est ma patrie. Et nous voulons éduquer les Tunisiens dans l'appropriation de toutes ces dimensions de leur identité. Il faut qu'ils cessent de se percevoir comme étant « je ne suis moi que dans la mesure où je suis contre l'autre ». Non, je suis moi parce que je suis moi et parce que mon histoire m'a fait ceci ou cela. Donc c'est une identité encore ouverte, ce n'est pas encore une identité fermée. Merci beaucoup. On ouvre les questions au public. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas, ensuite ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était vraiment très intéressant ce que vous avez. Je vais peut-être un peu méchant, mais vous comprendrez pourquoi. Peut-être qu'une des raisons où la Tunisie a réussi cette transition, c'est parce que c'est un pays qui n'est pas intéressant sur l'échiquier mondial. Elle n'a pas de pétrole, elle n'a pas de position géographique extrêmement importante, et il n'y a pas eu d'influence d'un pays extérieur ou de pays extérieurs, comme c'est le cas maintenant dans les trois quarts des pays, l'Irak, l'Iran, il y a des intérêts divers qui continuent à empêcher, je dirais un petit peu, une solution nationale faite par les nationaux. Est-ce que vous pensez que c'est une position qui est acceptable? Si vous êtes d'accord, on prend 2 ou 3 questions. Et il y avait une question ici. Il vient avec le micro. Comme ça. Il y a 2 questions, madame et monsieur. Bon, commençons avec monsieur alors. Quel est le rôle de la géopolitique là-dedans? La Tunisie, ce n'est pas la Libye, avec toutes ses richesses et tous les intérêts qui se réveillent des pays démocratiques duquel nous voulons nous inspirer. Et l'Irak, ce n'est pas la Tunisie, la Syrie non plus. Et vous n'avez pas fait mention de quel était le rapport de force externe qui a permis, qui a facilité ou qui a été un problème dans cette transit, dans cette construction de la Constitution tunisienne. Merci. 2 questions complémentaires. Madame, juste là-bas. Bonsoir, merci beaucoup. C'est vachement intéressant. Je viens de la Birmanie. Je suis birmane.
et que c'est très intéressant, en fait, c'est ce que vous avez parlé, comment vous vous constituez pour faire la démocratie. C'est ce qu'on est en train de débattre aussi pour l'élection de la fin de l'année. Et ma question, c'est que comment on peut réussir, en fait, à combattre, comme vous dites, la corruption, la pauvreté en Birmanie. On est très riche en Birmanie, mais malheureusement, on est toujours au stade on n'a pas encore la démocratie, quoi. Voilà. Merci. Précisez votre question, je n'ai pas très bien compris la question. Allô, voilà. La question, j'aimerais savoir comment vous mettez à notre place comme une Asiatique en Birmanie. Comment est-ce que vous allez réussir pour faire la démocratie en Birmanie? Mettez à notre place. Question simple. Dernière question du premier tour. Bonjour, merci Monsieur Marzouki. C'est pas à vous que je vais parler des droits de l'homme qui ont été bafoués pendant une vingtaine d'années en Tunisie, la torture, la corruption avec l'ancien régime. Comment vous expliquez que la majorité des Tunisiens ont fait un pas en arrière? Bon, démocratiquement, c'est vrai, mais aujourd'hui, le régime fait partie des gens qui ont torturé, qui ont pillé, qui ont été des corrompus au même moment de l'ère de Ben Ali. Et puis la deuxième question, elle est collée aussi. Comment vous expliquez votre non-réélection? Voilà, merci. Oui, d'abord, pour ce qui est de l'importance du pays, effectivement, d'ailleurs, c'est ça qui nous a permis de faire notre évolution, pratiquement toute indépendance. Bon, on ne nous donnait pas beaucoup d'importance. Le problème, c'est que immédiatement après la Révolution, la Tunisie est devenue un pays très, très, très intéressant. Moi, j'ai vu défiler dans mon bureau Madame Clinton, le ministre des Affaires étrangères russe, etc., des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Tunisie, ou très peu. Plein de... La Tunisie est devenue presque une curiosité. Donc, elle a effectivement suscité, d'autant plus qu'effectivement, tout le monde savait que cette l'onde de choc partait de la Tunisie. Et ça, je dirais que ça nous a desservi, parce que tout à coup, nous sommes devenus des objets oui. Et je peux vous dire que, là, on me dit comment vous expliquez votre non-réélection. D'abord, je l'explique par mon incapacité, mes erreurs, etc. Mais je l'explique aussi par des interventions diverses et variées que je ne vais pas commenter ici. Parce qu'il y a eu une, comment dire, presque une volonté du régime. Je vous ai parlé du système politique arabe. Je vous avais dit qu'il s'effondrait par pans. Mais il y a dans le monde arabe des forces décidées à maintenir ce régime politique et à faire avorter les révolutions arabes. Donc, et il y a, si vous voulez, dans cette phase de construction, nous sommes des gens qui construisent, mais il y a des forces qui veulent détruire ce printemps arabe, qui veulent que ces expériences démocratiques ne marchent pas, et qui y ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et ce qui s'est passé aussi bien en Égypte qu'en Syrie, qu'au Yémen, etc., ce sont des forces qui, aujourd'hui, sont décidées à ce que ces pays ne deviennent jamais des pays démocratiques. Or, c'est une bataille perdue, parce qu'encore une fois, je vous dis que ce sont des volcans, et que même si vous remettez le bouchon, ça va exploser. Parce que, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez de nouveau le bouchon, mais la chambre magmatique, pour toujours notre expérience, vous ne réglez pas le problème de la corruption, parce que ce sont les gens corrompus qui font ces contre-révolutions. Donc, tôt ou tard, ça va exploser, ça va réexploser. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Mais nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui à faire face à la contre-révolution. Alors, la géopolitique, je vous ai répondu, la géopolitique, c'est que toute cette zone du sud de la Méditerranée, notamment à partir de la Libye, elle va être explosive pendant, je ne sais pas, et ça peut prendre des années et des années. J'espère que ça ne prendra pas des décennies. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous sommes... Vous savez, les volcans, c'est aussi des forces qui construisent. Ça détruit, mais ça construit. Si vous avez des gens qui vivent sous les volcans, c'est parce que ce sont les meilleures terres.
Donc nous sommes dans une phase de destruction, mais nous allons avoir des phases de reconstruction. C'est-à-dire que nous allons voir dans toute cette région une nouvelle répartition des pouvoirs, une nouvelle répartition des richesses. Et ça, encore une fois, c'est ce qui s'est passé en Chine au 19e siècle. Personne n'aurait rien parié sur la Chine. Vous êtes bien d'accord avec moi? Regardez où elles sont. Donc j'aimerais qu'on ne fasse pas la même erreur, et peut-être que les Arabes, dans 50 ans, surprendront beaucoup de monde. Parce que moi, j'aime beaucoup cette phrase de Toynbee qui dit que les civilisations naissent des défis. C'est en relevant des défis que les humains de tout temps ont fait leur civilisation. Aujourd'hui, nous avons les plus grands défis, c'est être ou ne pas être, et je vous assure que nous sommes décidés à être. Alors, comment vous expliquer le pas en arrière? Je vous ai dit, historiquement, après une révolution, les gens ont de telles attentes. Et après une révolution, vous avez l'explosion de tout ce qui est positif et de tout ce qui est négatif. Il y a une phase d'incertitude, il y a une phase de... Et après, quand vous allez aux élections, c'est quasiment une règle, une loi, que ceux qui ont été au pouvoir pendant ces 3 années ne sont pas reconduits. Regardez un peu ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Et moi, je la connaissais, cette loi. Et pourtant, je suis allé aux élections en me disant, même si cette loi va fonctionner, peu importe, parce que moi, je travaille pour l'avenir. Il faut que j'aille dans le pays, il faut que j'explique ce qui s'est passé, il faut que je dise la vérité aux gens, il faut que les gens... Et ensuite, préparer l'avenir. Parce que le vote sanction va fonctionner exactement pour ceux qui vont venir aujourd'hui. Et je pense que nous sommes rentrés maintenant dans une phase qui ne sera jamais arrêtée d'alternance au pouvoir. Et donc, moi, je suis en train de travailler à l'alternance, préparer aujourd'hui les forces qui, demain, pas moi, mais ceux qui viendront, qui partagent mes idées, etc., pour être prêts à prendre en charge le pays une fois que cette expérience de saut en arrière ait été faite. Maintenant, si vous voulez, la puissance d'utilisation des mécanismes démocratiques par les non-démocrates est quelque chose de tout à fait affolant. Ce sont des gens très malins, ils sont capables d'utiliser les mécanismes qu'ils ont combattus pendant toute leur vie. Beaucoup d'argent aussi, mais il y a aussi nos erreurs, il y a aussi les déceptions, et il y a aussi le vote sanction, etc. Donc c'est un magma de causes complexes qui font que... Mais encore une fois, je ne regrette pas. C'est comme ça que le pays avance. C'est à travers ses expériences, à travers ses va-et-vient, etc. C'est pas une transition où on avance toujours comme ça sur une belle route, comme ça, vers le soleil, comme le cow-boy qui va vers le... C'est pas comme ça que ça se passe. La vie, c'est les chemins... que ce soit les chemins des individus comme les chemins des peuples, sont chaotiques, il y a des arrêts, il y a des reculs, etc. La question est, est-ce qu'on marche est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et moi, je crois que pour la Tunisie, nous marchons dans la bonne direction. Le Myanmar, excusez-moi, mais je ne suis pas capable de donner des conseils. Je ne suis pas un spécialiste dans le Myanmar. Je sais une chose, c'est que pour moi, je suis très heureux de cette évolution difficile qu'il y a au Myanmar. J'ai beaucoup d'admiration pour Mme San Suu Kyi. J'espère que je prononce son nom correctement. Je n'ai jamais su. C'est une femme, je trouve que c'est une femme magnifique et je lui souhaite beaucoup de chance. Vous êtes aussi engagés comme nous sur ce chemin chaotique, difficile, pénible, avec des arrêts, etc. Mais il ne faut pas perdre le nord et il ne faut pas perdre l'espoir. Voilà. Merci, M. Marzouki. Peut-être encore une ou deux questions. Il y a une question ici en bas et une autre question ici. 2 questions ici, s'il vous plaît. Monsieur, là. Monsieur ici, oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, professeur. Comment peut-on concilier entre la fonction d'un chef d'État et celle d'un activiste inconditionnel des droits de l'homme, la fonction que vous connaissez très bien, surtout dans une transition démocratique où les revendications sont beaucoup plus grandes, les atteintes sont beaucoup plus grandes? Est-ce que les impératifs d'intérêt économique et sécuritaire nationaux ne prennent pas des fois le dessus? Et enfin, si vous permettez, vous avez parlé d'avoir subi un vote sanction. Pensez-vous que les électeurs tunisiens ont tenu compte de votre prestation dans cette conciliation justement entre droits de l'homme et raison d'État, si j'ose dire?
Merci. Merci. Deuxième question ici. Je suis mon ami. Je suis à mon ami. Et je voudrais vous dire que j'ai honte de mon pays en bloquant l'argent énorme en Tunisie. Rien n'est arrivé en Suisse. C'est Ben Ali qui n'a pris l'argent. Le secret bancaire a été rien n'a fait. Et c'est très grave. Et vous savez qu'en Europe, tous les pays, ils doivent mettre l'argent, mais pas la Suisse. Et ils ne le font pas. Donc moi, je ne peux pas accepter ce qu'il est là. Je n'ai pas voulu faire cela. Je parlais de la Tunisie, mais je crois comme un citoyen de pouvoir dire à toi pourquoi j'ai dit ça. Merci. À vous, Monsieur Marzouki. Oui, alors la fonction de chef d'État et des droits de l'homme, effectivement, quand on est à la tête d'un État, tout le monde vous balance à la figure la raison d'État, machin, etc. Moi, j'ai pris une question de principe là-dessus. J'étais face à trois grandes questions des droits de l'homme et en rapport avec le problème de l'État. D'abord, la liberté d'expression. J'ai subi des attaques d'une violence absolument incroyable pendant 3 ans. Et c'est une des explications pour lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas été relu. Un facteur, pas tout expliqué par ça, mais parce que la contre-révolution possédait les moyens de la radio et télévision, etc. Je n'ai pas envoyé un seul journaliste en prison, alors que j'aurais pu le faire. Parce que c'était une question de principe pour moi. C'était une épreuve de vérité. C'est comme le soldat qui va au feu. Quand il y a le feu, on sait s'il est courageux ou pas. Donc quand vous êtes au pouvoir, là on voit si effectivement les droits de l'homme, c'est pour vous de la camelote que vous vendez pour pouvoir accéder, ou si c'est quelque chose. Donc pour moi, je me suis dit, ça c'est l'épreuve de feu. Qu'est-ce que je fais? Et je n'ai pas envoyé un seul journaliste en prison. À peine j'ai le dos tourné, maintenant ils sont un certain nombre de journalistes en prison. Donc ça, c'est la première épreuve de feu. La deuxième épreuve de feu, c'est que dans un pays où il y a encore, où nos enfants tombent sous les balles des terroristes, dire que la peine de mort doit être abolie, c'était un gros risque politique. Aucun homme politique sensé qui fonctionne dans la... etc. Alors, moi, j'ai combattu et je continue à combattre pour l'abolition de la peine capitale en Tunisie. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite en arrivant au palais de Carthage, c'est de transformer les 220 condamnations à mort en perpétuité. Et j'ai refusé systématiquement, malgré les pressions, de signer les condamnations à mort. Ça, c'était ma deuxième épreuve de feu. Et ensuite, la troisième épreuve de feu, c'est que dans les conseils nationaux de sécurité, où il était question de lutte contre le terrorisme, je l'ai dit, et d'ailleurs c'est sorti, ça a été une fuite, ça a été écrit dans les journaux, etc. Parce que quelqu'un a... Ce qui fait que les gens savent ça. Je n'ai pas arrêté de dire aux généraux et aux chefs de la police, je dis, écoutez, notre combat contre les terroristes est à la fois un combat militaire, policier, etc., mais c'est d'abord un combat moral. Il est hors de question qu'on se remette à torturer comme du temps de Ben Ali. Je ne couvrirai aucun acte de torture, etc. Alors, je ne vous dis pas la tête que certains faisaient, mais j'ai tenu bon. Et je n'ai jamais transigé ni sur les questions de torture, ni sur les questions de la liberté de la presse, ni sur la peine de mort. Est-ce que c'est pour ça que je n'ai pas été réélu? Ben, tant pis. Tant pis. Mais pour moi, c'était l'épreuve du feu. Est-ce que j'étais sincère pendant toutes ces années ou est-ce que je vendais de la camelote? Est-ce que je me mentais à moi-même? Est-ce que je mentais aux autres? Ben, je suis désolé, mais je pense qu'un homme politique qui n'est pas capable de tenir ses promesses, qui n'est pas capable de croire ce qu'il dit et de dire ce qu'il croit, eh ben, il est indigne de cette fonction. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être digne de cette fonction. C'est pour ça que je ne regrette pas du tout cette défaite. Ça a été une défaite électorale, mais ça n'a pas été une défaite morale, parce que pendant ces années, je n'ai jamais, jamais, jamais trahi aucun de mes idéaux pour lesquels j'ai lutté pendant toute ma vie. Merci, M. Marzouki. Vous craignez qu'en parlant trop, vous auriez des ennemis? Ben, moi, je vais avoir des ennemis parce que je dois dire qu'on doit arrêter le débat maintenant. Mais laissez-moi nous congédier de vous. Hier, avant-hier, quand je pensais au débat que nous allions avoir ce soir, je suis allé voir sur votre page officielle du web et je suis tombé sur une phrase
qui est tout en haut de votre page. Je vous cite, vous dites « On peut réaliser tous les rêves. Pourtant, toutes les réalisations phénoménales n'étaient une fois que de simples rêveries. » J'ai beaucoup aimé et j'aimerais vous remercier pour ce que vous nous avez dit ce soir, pour la générosité de vos idées, si vous permettez aussi votre modestie. Et j'espère que ces rêves vous ferez rêver les Tunisiens, mais aussi les Européens, que vous pourriez réaliser de ces rêves, parce que nous en avons besoin vraiment tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée, Inch'Allah.